choses, j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc moi je m'appelle Samuel Blanchard, je suis responsable développement et innovation pardon, chez Navisodev. Je suis... Adrien, tu es encore là? Non? Tu es parti, parce que tu devais me donner un pointeur, mais c'est pas grave. J'arrive, je vais le chercher. Ah, on te remercie. Et donc je suis MVP Windows App Development. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Samotep, T-E-P-H, si ça vous intéresse. Voilà, donc l'objectif de cette session, c'est quoi? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai un de nos clients en fait, qui nous a demandé d'intégrer de la 3D dans des applications, et du coup, j'étais un petit peu embêté, je ne savais pas trop comment faire. Donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de vous faire un retour d'expérience en fait, sur justement cette intégration. Donc, pour les nuls, alors, on va essayer de faire quelque chose de simple. Hein. À chaque fois que ça va dépasser en fait, des compétences ou faire des apprentissages longs, on va arrêter en fait, les choses et on va se dire, bah là, c'est hors scope, donc ça va arriver en fait, dans la session. Et puis, il faut surtout en fait, que ça soit facile à maintenir. Voilà. Comme test, j'ai prévu de faire deux choses. Un, de l'intégration de barres en 3D pour faire des petits diagrammes. Voilà, c'est des choses qui sont relativement courantes finalement dans la vie d'une application. Et puis, deuxièmement, intégrer des produits en 3D. Donc ça peut être aussi plutôt sympa pour voilà, tourner autour d'un produit, ce genre de choses. Donc là, je crois qu'à un moment, il y a un lapin en 3D, mais il y aura des bonhommes aussi. Ouais, j'ai un port USB. Parfait. Donc organisation top niveau avec Adrien qui vient en live, super. Donc là c'est surtout, comment je fais pour le pointeur pour le coup? Donc là, ah ouais, ok, vous le voyez le pointeur? Là c'est lapin, ok. Merci. Alors moi je travaille en fait sur des technologies qui sont plutôt orientées Microsoft, donc on va plutôt travailler sur WPF, UWP. En tout cas, c'est là-dessus que je travaille. Donc, ce sont des technologies en fait, qui utilisent XAML. Est-ce que vous connaissez ces technologies ou pas? Les frameworks, XAML, tout ça. Ça vous dit quelque chose? Ouais? Ok. J'espère, parce que sinon vous allez un petit peu souffrir. Mais derrière, en fait, on va faire du web aussi. Donc, même si vous n'utilisez pas ces technologies, je pense que ça sera intéressant pour vous, parce que ce qu'on va regarder en fait ici, je pense que ça va pouvoir être porté relativement facilement sur d'autres plateformes. Ok, donc on va commencer par les bases. Il faut comprendre juste en fait une chose, c'est que projeter un monde en 3D, pardon, c'est rajouter en fait une dimension. Donc sur un écran en 2D, on va travailler avec des coordonnées X et Y, donc deux dimensions. En revanche, dès qu'on va passer sur un monde en 3D, on va rajouter en fait une dimension Z, voilà, qui va donner de la profondeur à l'ensemble. Donc là, vraiment, on est dans des choses vraiment de base. Pour créer un monde en 3D, eh bien, on va avoir une scène, voilà, donc c'est le monde en 3D en tant que tel. Et puis on va avoir d'autres éléments, des caméras, un objet en 3D, donc les objets en 3D, on verra en fait ce que c'est en détail, de la lumière, parce qu'il faut bien illuminer notre scène à un moment donné. Et puis, il faut comprendre en fait que tout le monde en 3D, il va être envoyé à une carte graphique pour être représenté. Donc, une carte graphique, en gros, c'est ce qu'on appelle le GPU, quoi. Ok. Donc, on va commencer avec la caméra. Moi, j'ai pris comme exemple Mario. Voilà, il est énorme en fait ici. Donc, Mario 64, c'est un des premiers jeux en fait qui était en 3D. Et c'est assez intéressant parce que on peut regarder en fait ici qu'il y avait un petit personnage en fait qui utilisait une caméra, et dans le jeu en fait ils utilisent comment dire, ils expliquent en fait très clairement comment fonctionne la caméra. Donc là en fait derrière il y a le personnage, et la caméra en fait va suivre le personnage lors de ses déplacements. Et bien la caméra c'est ça va projeter en fait la scène sur l'écran. Donc à partir de formules mathématiques, matricielles un peu compliquées, eh bien il va prendre notre monde en 3D pour l'afficher sur l'écran. Ça va permettre de faire des déplacements dans le monde en 3D, donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Les objets en 3D. Donc pour créer un objet en 3D, il faut des triangles. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi la base. Et à partir en fait de ces triangles, on va pouvoir faire des choses plus complexes. Par exemple, un carré, eh bien, vous allez prendre deux triangles ensemble et ça va vous faire un carré. Incroyable. Pour faire une pyramide à base triangulaire, là on va travailler en fait là-dessus tout à l'heure, il va nous falloir 4 triangles. Pour faire un cube, il va nous falloir 12 triangles, c'est-à-dire 6 carrés.
faire en fait ce Mario-là, qu'on voit en fait là-bas, clac, clac, il va nous falloir un certain nombre de triangles. Et pour envoyer en fait tous ces petits triangles vers le GPU, eh bien il existe plusieurs méthodes. Donc la première méthode, la voilà, c'est la méthode 1. Donc là j'ai mis tout le calcul en fait pour voir en fait combien d'octets on va envoyer au GPU. Bah, l'idée en fait ici c'est de se dire, eh bien on va prendre un triangle qui est là, clac clac. Ce triangle il a 3 points, voilà. On a 4 triangles sur la pyramide, 1, 2, 3, et un triangle en fait qui est derrière qu'on ne voit pas. Donc ça va nous faire un certain nombre de points. En l'occurrence, en fait, je crois que ça nous fait 4 triangles par 3, donc 4 fois 3, 12 points. Chaque point, en fait, c'est 3 coordonnées, donc x, y et z. Et chaque x, y et z, c'est un flottant. Un flottant, c'est 8 octets. Donc à la fin, si on mélange tout ça, ça nous fait 288 octets envoyés au GPU. Donc c'est pas neutre, hein. C'est quand même quelque chose, puisque pour une simple pyramide, il nous faut quand même un petit peu de data envoyée. Donc on a une deuxième méthode en fait ici qui est utilisée beaucoup plus souvent, qui va utiliser en fait les points uniques sur la pyramide. Alors ici on a le vertex I. Alors le vertex c'est les sommets, hein, faut pas, c'est rien de très compliqué. Donc vertex A, B, C et D, donc qui sont les points uniques de la figure, et on va les mettre en fait dans un tableau. Voilà. Point 0, on va mettre le vertex A, point 1, on va mettre le vertex B. Donc tout ça, en fait, ça va nous permettre de renvoyer non pas en fait les points en tant que tels, les points on va les envoyer une fois, mais d'une manière unique, mais ensuite on va envoyer des indices qui correspondent aux indices de ce tableau pour créer en fait le premier triangle, le deuxième triangle, le troisième et le quatrième. Donc au final, on va se retrouver en fait à envoyer 4 points, donc c'est-à-dire 4 fois 8 fois 3 octets, donc 96 octets. Et puis en fait au niveau des indices, eh bien, on va avoir 12 indices à envoyer. Et un indice en fait c'est un entier. Donc un entier c'est relativement peu de data, donc en l'occurrence ça doit être 4 octets, ouais, c'est ça. Et donc ça nous fait 48 octets envoyés, soit au final, 96 plus 48, 144 octets. Donc là, okay. Silence dans la salle. Donc tout ça pour dire en fait que la méthode 2 elle est beaucoup plus rapide et qu'en gros en fait en utilisant cette méthode on va avoir 50% de data en moins que la méthode 1. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire c'est un truc pour les nuls. Ah ouais mais malgré tout, même si on est nul en 3D, il va falloir en fait qu'on comprenne très rapidement qu'envoyer de la data au GPU, ben, ça a un coût et on le voit super rapidement en fait, lors des démos. Donc il faut essayer d'envoyer le moins de data possible. Alors, une fois qu'on a compris ça, tout va mieux. Et au lieu en fait d'envoyer de la data, on va essayer en fait de faire plutôt des formules mathématiques, des translations, des zooms, des rotations, voire bouger la caméra en fait si on veut se déplacer dans le monde, plutôt que de renvoyer à chaque fois eh bien, nos triangles avec des nouvelles coordonnées. Voilà. Donc là, voilà. Donc l'idée c'est de charger aussi plus de data au démarrage. Bon, ça c'est un peu comme tous les jeux, hein. En général on attend un quart d'heure avant de pouvoir jouer. Ben là c'est tout votre modèle en fait en 3D. Qui est... Ah, ça marche aussi, ça, ok, incroyable. Et voilà, donc à la suite de ça, il va falloir donner un petit coup de peinture à notre Mario. Voilà. Donc dans les démos en fait, qu'on va voir tout à l'heure, moi j'ai pas utilisé les textures, mais plutôt de la couleur. Là, tout ce qui est blanc, en fait, on va pouvoir rajouter de la couleur. Et on va utiliser en fait ce qu'on appelle des matériaux. Alors tout à l'heure, en fait, à la démo de Laurent, on a vu que lui, il les utilisait. Donc on a vu pas mal de choses en fait dans la démo de Laurent. Je sais pas si vous avez tout à fait compris. Mais ça reprend en fait des éléments de ce qu'on voit actuellement. Alors la lumière. Le monde est sombre sans lumière. Ça c'est un peu comme chez nous. Si on n'avait pas de soleil, ce serait triste déjà. Et deuxièmement, on ne verrait pas grand-chose. Alors, il y a différents types de lumière. Il y a des lumières de type soleil, des lumières de type spot, c'est-à-dire un peu ce que vous pouvez trouver chez vous. Et puis d'autres un peu plus étranges, comme l'ambiance, les lumières d'ambiance, pardon. Des points, de ce genre de choses. Voilà. Bon, il y en a, ça dépend des frameworks, ça dépend en fait de la manière dont c'est implémenté. Bon, voilà. Et sur le matériel, on peut observer aussi une réflexion de la lumière. Donc ça peut être des choses aussi intéressantes. Si on regarde le Mario, en fait, là, qui bouge, qui est très bien animé, eh bien, on va voir en fait que la lumière, elle change selon ses mouvements. Voilà. Et sur le cube ici, on va voir en fait aussi que la phase 3, par exemple, elle est beaucoup plus sombre que la phase 1 et 2, puisque la lumière, en fait, elle va se trouver à ce niveau-là. La lumière, c'est quand même un composant très important pour donner de la réalité en fait, à nos objets. Ok, donc là c'est fini en fait pour le côté un petit peu, je dirais, théorique. On va passer à de la démo, on va faire plus que ça. Maintenant,
Je vais demander à mon petit assistant. Voilà, on n'a pas de micro, comme je vous disais Madonna, donc... Ouais, ça s'appelle comme ça. Voilà. Voilà, donc il va rester Gwendal, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Gwendal. Il va rester là pendant un petit moment. Ok. Ok, vous voyez tout ce qui se passe. Okay. On va commencer en fait tranquillement avec une petite démo en WPF. Donc en WPF, on va utiliser en fait du XAML. Alors elle est là. Donc là, c'est foufou, hein. On affiche 3 barres de 3 couleurs différentes. Ok. Voilà. Donc on va voir comment on peut faire ça en XAML. Ok. Donc sample 1, c'est parti. Alors, ce qui est assez extraordinaire en fait avec le XAML, c'est que on peut créer des représentations, une scène en 3D uniquement à partir des balises XAML classiques. Donc ça existe uniquement sur WPF. Ça s'appelle Viewport 3D. On va rajouter une caméra qui est ici, voilà, et une perspective caméra. Cette caméra, on va lui donner une position, donc elle va se déplacer dans l'espace. Et on va lui donner ensuite un vecteur, comme on l'a vu en fait à la démo de Laurent, pour savoir vers où il va regarder. Donc là, si vous regardez bien, il y a une position à moins 30, 30, 30, et là c'est l'inverse, c'est parce qu'il va regarder en fait à la position 0. Okay. Ensuite, on va créer un modèle 3D, donc il y a un contenu à l'intérieur, on va rajouter un groupe, parce qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc ça c'est le côté un peu verbeux de XAML qui est un petit peu saoulant, mais bon, une fois qu'on a créé notre groupe, on va pouvoir rajouter une lumière. Cette lumière, en fait, elle a une certaine couleur. Si je mets en fait une couleur un petit peu différente, du gris par exemple, on voit que sur la représentation XAML qui est effectuée en live, eh bien, on a moins de punch en fait sur la réflexion. Je vais la remettre à blanc. Ensuite, on va créer notre première barre. Donc l'idée en fait ici, c'est de lui rajouter un matériel. Un matériel, vous vous souvenez en fait, ça permet de donner en gros une couleur ou une texture. Là, on va lui donner en fait une couleur grâce à un matériel qui s'appelle Diffuse Material, avec un brush qui est rouge. Donc, on pourra changer en fait évidemment la couleur, on met du orange ou du dièse qu'on veut. Voilà. Ok, je vais mettre à rouge. Ensuite, on va commencer à créer un mesh. Donc un mesh, c'est l'objet en 3D, un ensemble en fait de triangles. Et comme on l'a vu en fait dans la méthode 2, c'est là où tout se regroupe, et là vous vous dites super, j'ai bien fait de venir en fait à cette session, eh bien on va définir un ensemble de points, donc 8 points, puisqu'on va créer un cube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, où on va définir chaque coordonnée de chaque point unique. Donc là, c'est le premier, il est à 0, 0, le deuxième, en fait, il est à x, 1, 0, 0, etc., etc. Ensuite, on va récupérer en fait les indices pour créer les faces. Donc là, on va prendre les 3 premiers points. Donc là, c'est le point 0. Ça représente ici, c'est le point là. Le point 1, il va être là. Et le point 3 qu'on voit là, ça sera le point 3, en fait, évidemment, des positions. Donc là, on a un triangle, pardon. Là, on a 2 triangles qui vont former une face. Et un cube, comme chacun sait, c'est 6 faces. C'est vraiment pour les nuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc avec ça, on est capable en fait de créer un cube complet. Ensuite, comment on fait pour donner une certaine hauteur à notre cube? Déjà, en fait, vous avez bien remarqué que notre cube, il n'est pas cubique, en fait, c'est un rectangle. Donc, pourquoi? Par défaut, en fait, là, j'ai rajouté un scale, donc c'est un zoom, si vous préférez, de 6. Donc là, par défaut, normalement, là j'ai remis à 1, et bien on doit avoir un cube. Là je l'agrandis en fait pour que vous puissiez bien voir. On va mettre, je sais pas, 5, 5, 5. Voilà, là on a un gros cube. Ok. Voilà, donc là je vais le remettre en fait comme il est. L'idée en fait, c'est pour pouvoir avoir non pas en fait un cube, mais des barres, eh bien on va faire un zoom, mais sur la valeur Y. Donc là, on a bien 5, 6. C'est bon. Là, on va pouvoir après positionner éventuellement notre
notre barre. Voilà. On va la remettre à sa place. Et là, vous allez me demander, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait un zoom sur la valeur Y? Eh bien, parce que ça va nous... comment dire? On ne sera pas obligé, en fait, à chaque fois de recréer des nouveaux points avec la valeur. Ici, on aurait dû mettre, en fait, une valeur de 6 partout, clac, clac, pour, comment dire, remplacer la valeur 1. Donc, avec le côté scale, on va envoyer, en fait, juste une valeur pour dire, on fait un zoom, en fait, sur le 6, et au niveau du GPU, c'est beaucoup moins de data, en fait, qui vont être envoyées à la carte graphique. Voilà. Donc, pour la barre, en fait, numéro 2, on va refaire la même chose. Pour la barre numéro 3, on va refaire la même chose. C'est là où ça devient un petit peu gênant, en fait, en XAML, c'est qu'on ne peut pas, en fait, multiplier facilement les objets en 3D. Là, j'ai, en fait, une barre. Je ne peux pas lui dire, je veux afficher 10 barres. Il va falloir, en fait, que je recopie le code à chaque fois. Donc, en général, ce qui est fait, c'est qu'on va passer du côté C# pour pouvoir faire une boucle en recréant, en fait, ce qu'on vient de faire en XAML. Donc, on perd, en fait, un peu cette facilité-là. Donc, c'est relativement simple à faire. Je ne vais même pas vous montrer, je vais vous montrer, en fait, juste le rendu final. Voilà, donc en code behind, on peut avoir des choses comme ça. Donc là, j'ai rajouté un certain nombre de data. Ça tourne, il y a eu un petit storyboard en fait que j'ai rajouté. C'est pas très compliqué à faire, ça non plus. Et j'ai rajouté une petite variation, c'est-à-dire que selon la hauteur, eh bien, je vais changer le matériel, la couleur. Donc ici, c'est des niveaux de gris. Donc j'ai une couleur en fait blanche, voilà, elle est un peu bleutée aux couleurs du DFT. Okay. Blanche en fait quand on est à la hauteur maximum, et noire en fait quand on est à la hauteur minimum. Voilà. Quand on est au milieu, on va avoir plutôt du gris. Okay. À partir de ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir en fait jusqu'où peut aller WPF en termes de performance. Donc du coup, j'en ai rajouté un petit paquet. Et là, dans la première version en fait, de ce que j'avais fait, ça commençait déjà un peu à saccader. Et en fait, je me suis rendu compte que en créant un matériel par barre, eh bien, on envoyait en fait encore beaucoup de data au GPU. Donc l'idée, en fait, c'est de créer 16 matériels pour avoir 16 couleurs, donc des niveaux de gris. Et en fait, sur chaque barre, on va rendre, en fait, on va donner une instance, une référence, pardon, à ce matériel sur la barre. Voilà. Du coup, on n'a plus, en fait, là, je ne sais pas combien on doit avoir peut-être 1000 barres ou 10 000 barres, je ne sais pas. On n'a plus à avoir, en fait, 10 000 matériels, on va en avoir juste 16, et une référence, en fait, sur ce matériel. On va regarder, on fait une petite session bonus spécialement pour vous. Voilà, c'est un petit peu lent à démarrer parce qu'il y a pas mal de data. Voilà. L'idée en fait ici, c'est de faire quoi? C'est d'avoir en fait une image qui est ici comment dire, en noir et blanc. Et selon en fait la couleur, comme tout à l'heure, eh bien, elle va s'adapter. Donc du coup, on peut avoir en fait des images en 3D quasiment. Donc là, c'est David Rousset, c'est le créateur en fait de Bavier. Il est à côté, en fait, vous pouvez le voir. Il fait une session. Et les portes sont fermées, on ne peut plus les voir. Voilà, donc on peut faire en fait des trucs assez rapidement et simplement avec des barres en 3D et faire des trucs un peu rigolos. Ok. Mon nouvel assistant vient d'arriver. Va-t'en, Gwendal. Oui, monsieur. Ah, je sais pas si j'ai bien que ça. On va voir. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Parce que ça va casser un peu le rythme de la session, là. C'est pas grave. Ok. Donc là, verdict pour le WPF. Bah, les perfs sont pas si mauvaises que ça. On arrive à faire afficher pas mal de polygones. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'intégration de XAML est relativement simple. Après, quand on veut faire des choses un petit peu plus compliquées, il faut passer du côté code behind. Bon, c'est pas trop choquant. On aurait pu faire des choses un petit peu plus simples. Voilà. Pas de répétition d'objets, c'est ce que je disais. C'est limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesh importeur. Alors là, tout à l'heure, je vous disais, en fait, on va essayer d'intégrer les lapins. C'est pas possible en WPF. Voilà. Les lapins, c'est pour tout à l'heure. Maintenant, on va passer à UWP. UWP, c'est
la nouvelle techno de chez Microsoft qui permet en fait de créer des applications côté Xbox, Windows Phone, ça existe encore, Windows. Voilà, donc c'est normalement ce qui permet de faire des choses universelles chez Microsoft. On va regarder en fait comment ça marche. Je vous avertis tout de suite, ça va cliquer. Et on ne va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses très très simples côté UWP. En général, en fait, on utilise les swap chaîne panel pardon, pour faire ça. On va regarder en fait très rapidement comment ça se comporte. Là, alors je vais vous lancer en fait cette petite démo. Cette démo là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une démo Microsoft. Voilà ce que ça donne. Donc ici, en fait, on a notre swap chain panel qui permet d'afficher un cube en 3D. Donc il est assez beau, tout ça. Là, c'est vraiment intégré en fait côté XML. C'est sympa. Par contre, vous allez voir qu'en termes de réalisation, ça fait un peu mal à la tête. Sur le premier scénario, on a ici un D3D panel, c'est le swap chain panel, il le nomme comme ça. Et ici, en fait, on a un user, un namespace renderer qui renvoie à DirectX panel. DirectX panel, c'est quoi? C'est une référence vers une librairie qui est là, qui est écrite en C++ CX, donc un C++ modifié en fait spécifique à Microsoft, et qui permet en fait de créer de la direct, dans ce cas-là, en fait, du Direct 3D. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est du Direct 3D. Donc c'est pour ça en fait que là je vais m'arrêter ici, parce que ça va devenir hors scope rapidement. Direct 3D, je dirais que c'est pas tout à fait pour les nuls a priori. Donc c'est pas pour moi. Et j'ai pas trop le temps en fait de faire un peu. Donc on le fait pas. Maintenant sachez que ça existe. Si vous voulez vous mettre le nez en fait dans le C++ et Direct 3D, n'hésitez pas. Ça marche relativement bien. Mais c'est un peu hors scope. Alors le verdict de UWP, ben, il y a des très bonnes perfs avec Direct 3D. En revanche, en fait, l'apprentissage, c'est pas tout à fait simple. Hein. Il faut du C++, du Direct 3D, et pour le coup, on va essayer de chercher des solutions un peu ailleurs. Alors côté web, on va intégrer une application, comment dire, on va intégrer un framework qui s'appelle Babylon.js. Donc Babylon.js, le papa en fait de Babylon.js, c'est David Catu et puis David Rousset en fait qui est là-bas en fait, qui présente une session en même temps que moi, donc je vous remercie. Donc on va pouvoir regarder comment ça fonctionne, c'est super puissant. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Babylon.js? On a d'autres, hein. Il y a aussi C.js je crois. Babylon.js, bah, tout simplement, je connais bien les créateurs pour le coup, et bon, si j'avais pas pris ça, je pense que je me serais fait taper dessus. Alors, voilà, on va revenir un peu sur le côté web. Alors, il va lancer un petit truc. Alors voilà, ça c'est la première démo en fait qu'on va voir en Babylon.js. Donc là, vous avez vu, j'ai une petite caméra qui tourne et j'ai une barre. Ça c'est foufou. Comment on fait ça? Donc là, j'ai une page HTML, toute simple. On va intégrer en fait le script de Babylon.js. Voilà. Ensuite, on va créer dans notre page HTML un canvas. Là, pour l'instant, ça va. Et ce qui est intéressant en fait avec Babylon.js, c'est que ça va mapper, si on veut dire, toutes les primitives WebGL qui existent. Et donc ça va rendre en fait les choses beaucoup plus simples. Donc WebGL, ça se sert en fait du canvas pour pouvoir afficher le rendu en 3D. Donc on va créer un moteur qui s'appelle Babylon, Engine. On va lui mettre en fait notre petit canvas, qui va faire le lien. Ensuite on va créer une scène, qui est là. Et dans la scène, bah, c'est tout simple, on crée une scène à partir du moteur, et c'est parti. Donc là on lui met une couleur de fond, on lui rajoute en fait une caméra. Donc, la caméra elle peut bouger, vous avez vu avec mon curseur tout à l'heure, je vous ai un petit peu autour en fait, de la barre, donc elle fait ça tout seul. J'attache la caméra au canvas. Et ensuite, ben, je vais rajouter une petite lumière, le soleil de la scène. Et là, c'est beaucoup plus simple. Pour créer une boîte, ben, je fais un créer de boîte.
CreateBox, une taille de 1, et que je rajoute à la scène. Je veux avoir en fait du matériel derrière. Le matériel, eh bien, je lui donne une couleur. Donc la petite spécificité ici, c'est que c'est normalisé. C'est-à-dire en fait que les valeurs RGB en fait, qui vont de 0 à 255, là, elles vont être de 0 à 1. C'est pas très compliqué, hein, c'est tellement propre pour ceux qui connaissent. Pour positionner en fait notre boîte, tout simplement, on va utiliser box.position.x et puis lui dire je vais aller en fait à la position -0,5, -0,5. Franchement, c'est pas très compliqué. On va faire comme en WPF du scaling, donc on va faire un zoom en fait sur la valeur YVAC. Et là, bon, juste pour info, il faut compenser en fait la valeur, sinon elle va plutôt aller vers le bas, mais peu importe. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu côté WPF. Ok? Donc là, on a vraiment quelque chose de très simple. On va passer à la deuxième page. La deuxième page, j'ai refait en fait ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en fait plein de barres qui sont générées pour le coup aléatoirement et qu'on peut bouger. Donc on se retrouve en fait sur des performances qui sont très correctes. Bon, je dirais que c'est un peu la même chose qu'en WPF, c'est-à-dire que le matériel, il faut aussi en fait le déclarer en amont si on veut avoir des choses intéressantes et que ça ne soit pas un goulet d'étranglement en fait pour le GPU. Donc il faut prendre ça en compte. On peut regarder en fait rapidement ce que ça donne. Là j'ai une petite boucle, X et Y, en fait, qui va définir chacune des boîtes. Là les matériels en fait ont été déclarés auparavant. Et là en fait une petite astuce, c'est qu'on va créer en fait une seule boîte, ici, et ensuite on va la cloner. Alors ici, bon, soit on fait un create instance, c'est-à-dire qu'on va reprendre en fait les informations de la boîte existante, soit on va faire un clone. Pour que ça aille plus vite. Si j'avais fait en fait un CreateBox et que je l'avais multiplié en fait par le nombre en fait de boîtes qu'il y a, ça serait très lent. Donc le clonage fait que les datas sont envoyées une fois au GPU et après c'est le GPU en fait qui va juste déplacer en fait les boîtes en reprenant les mêmes données. Donc il y a très peu de données envoyées au GPU finalement. Pour finir, on va regarder en fait comment on intègre un bonhomme. Voilà le bonhomme. Ou pas. Ah, Gasp. Les gens qui utilisent Internet. Ok. Bon. Alors là, j'ai un papier avec le code Internet, je crois. Je pensais vraiment que j'avais pas besoin, donc... ok. J'ai un peu plus rien. Dev, c'est ça? Ok, donc là... Vous allez voir le code en direct, vous êtes prêts? Ouais, j'ai le caché. On va faire l'écran. Ah bah non. Voilà. Excellent, oui, en fait, dans la session. Alors. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Alors c'est reparti. Hop. Je pensais pas que ça prenait. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en off. Ou alors ça va marcher. Je sais pas. Normalement ça marchait bien tout à l'heure. Dès que la démo en fait. Ok. Eh bien très bien, il n'y aura pas d'importance, je ne sais pas pourquoi. Les assets sont pourtant bien là. Je le sens bien. Bon, c'est pas grave. On va regarder en fait ici. Ah mais voilà, c'est à cause de ça tous les coups. Non? Tous les coups c'est ça. Tac. Voilà. C'est à cause de ça. Bon, je sais pas ce qui se passe. Hier soir ça marchait. Bon, pas de problème. Donc l'idée en fait c'est d'avoir, c'est la même page en fait que tout à l'heure, basiquement. On va avoir en fait un set loader et une méthode qui s'appelle import mesh. On lui met en fait ici le répertoire. Et là, c'est le modèle en 3D qui contient toutes les datas ainsi que les textures.
est... Est-ce que tu viens de sauver la session? Non, pas du tout. C'est un autre. Ok. Bon, je sais pas, j'imagine en fait qu'en regardant la vidéo, on trouvera la réponse. Donc là, en fait, on peut inventer des modèles, c'est super simple à mettre en place. Franchement, je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous le montrer. Après, en fait, là, j'ai rajouté des petites choses, c'est rien, hein, c'est juste, en fait, ça permet de recentrer en fait, les mèches de l'objet pour pouvoir avoir un objet qui tourne bien au centre, parce que des fois, en fait, c'est pas toujours centré. Et pour le coup, comme on voit rien, c'est génial. Alors, maintenant, on va revenir en fait au verdict web. Donc, il y a des super bonnes perfs, c'est super facile à intégrer, c'est génial. Franchement, le côté web, ça m'a un peu bluffé, je ne pensais pas que ça allait être si simple que ça. Après, au niveau de la documentation, il y a vraiment plein de choses en fait, sur le site de Babylon.js, donc allez voir si ça vous branche. Quand on commence à faire des trucs un petit peu plus touchy, il y a un forum qui est plutôt assez bien fait où les gens sont réactifs. Par contre, ça, voilà, c'est encore, ça demande à prendre encore de l'ampleur, je pense, pour avoir des réponses à toutes nos questions. Donc UWP Zeriter. Vous doutez bien en fait que moi, je n'ai pas laissé UWP en fait comme ça dans cet état-là avec les swap shell panel. Je me suis dit en fait à un moment donné, on va récupérer ce qui a été fait en fait côté web et on va le faire venir sur UWP. Donc l'idée en fait, c'est de faire quoi? C'est d'avoir une web view et puis de se dire, bah, on va récupérer en fait la page HTML de Babylon et puis on va l'intégrer en fait dans la page UWP. Pour ça, j'ai créé un petit sample avec un contrôle spécifique qui s'appelle Babylon Control. Voilà, c'est super simple à faire. Hein, donc il y a un script source derrière qui renvoie en fait vers un point .js. Alors j'aurais pu écrire en fait le truc dans une variable qui s'appelle script string où là en fait on peut rajouter du code en live. Bon, moi j'aime bien avoir IntelliSense. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle create scene. Et là, en fait, toute la scène est décrite. Ça correspond au create scene qu'on a vu tout à l'heure en fait, dans Babylon. On va regarder ce que ça donne. Ah non, de toute façon, jamais ça suffit. Alors, toc. Toc. C'est lancé. Moment de solitude pour la compilation. Ok. Donc là, on a une application UWP avec du Babylon intégré. Ça marche pas. Ça, c'est plutôt assez cool. Alors là, j'ai un petit bouton, une petite textbox en fait qui est à côté. Ça veut dire en fait qu'on peut bouger en fait les valeurs et les renvoyer. Là, j'ai bougé en fait les grands, je peux bouger en fait la sphère. Voilà. Donc c'est super simple à faire. Hein. C'est une web view. À l'intérieur, en fait, j'ai une chaîne de caractères. C'est celle en fait du script et je pousse ça à l'intérieur. Les seuls petits tricks qu'il faut mettre en place, c'est Babylon.js, il faut être capable en fait de le pousser à l'intérieur. Donc soit on le charge, soit on passe en fait par des navigations locales. Bon, voilà. Maintenant, je vais aller encore un petit peu plus loin, parce que j'aime tellement en fait mon petit Babylon. Regardez, ça c'est une mèche, ça ne marchait pas sur Babylon tout à l'heure, mais là ça marche un peu. Donc on peut intégrer en fait des objets en 3D, comme ça, les faire tourner. Donc ça peut être intéressant pour les produits à montrer en fait par vos clients par exemple. Ça se met en place tout simplement avec le même contrôle, il s'appelle Babylon Control toujours. Et là j'ai un truc qui s'appelle Mesh Source, je lui indique en fait le fichier Babylon, donc c'est le même que Dude, hein. La même chose. D'ailleurs je pourrais logiquement le remplacer. Allez, je tente. Pour que vous puissiez voir un peu le monsieur. C'est bien ça. Roulement de tambour. Oui, merci.
Ok, donc là c'est notre bonhomme en fait, c'est celui qui aurait dû marcher tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais là il marche en tout cas en local. Donc là c'est ce qu'on trouve en fait dans script string, donc c'est tout ce qui a été généré par le contrôle lorsqu'on envoie en fait une valeur à mesh. Après je me suis dit bah on va aller un petit peu plus loin encore, parce que là l'intégration en fait de Babylon c'est pas extraordinaire en fait pour faire du XAML. Donc je me suis dit bah tiens on va créer en fait une balise XAML spécialement pour faire ça. Donc du coup en fait j'ai repris la balise WPF qui n'existe pas en WP, et puis je me suis dit bah tiens on va prendre en fait Babylon Control pour être la base en fait de cette balise là. Donc là en fait on peut définir intégralement toute notre scène en fait en 3D via du XAML. Donc là par exemple j'ai une caméra ici, une lumière là, du matériel, voilà, de type rouge. Et je peux rajouter en fait des éléments, une boîte, ce qu'on veut. Alors là j'ai une boîte. Alors je ne vais pas tout définir, hein. J'ai fait des choses un peu. Et en fait on pourrait croire que c'est très complexe à faire, mais pas du tout. C'est-à-dire que tous les contrôles en fait ici qui sont en XAML, ils ne font que rendre des chaînes de caractères. Donc le viewport il est là, il a des enfants, il va demander à ses enfants de rendre une chaîne de caractères, et ces chaînes de caractères en fait c'est du JavaScript. Donc à la fin, on va se retrouver avec une grosse chaîne en JavaScript et qui va être lancée au navigateur. C'est vraiment super simple et derrière on a vraiment quelque chose de cool à utiliser. Donc il utilise en fait aussi les parents. Donc il est capable en fait d'avoir des enfants en fait. Une boîte ici peut avoir des enfants. Là on a une sphère. Alors on va voir ce que ça donne en live. Ou pas. C'est le festival. Voilà, tout va bien. Donc là on se retrouve sur la page XAML. Et là en fait c'est tout ce qu'il a généré automatiquement. Grâce au tag XAML. Donc là on a bien une boîte en fait avec des sphères. Et puis regardez en fait la sphère ici. La boîte en fait de tout à l'heure qui était verte, et bien on a intégré en fait les enfants, c'est pour ça que la sphère et puis ces boîtes-là elles sont collées en fait à la boîte. Elles sont complètement dépendantes. Pour finir, en WPF, vous vous rappelez en fait tout à l'heure, c'était un petit peu ennuyeux parce qu'on ne pouvait pas répéter en fait un ensemble de thèmes, donc je l'ai intégré pour le coup sur WPF. Et puis on peut en fait refaire ce genre de choses tout en XAML. On va regarder en fait rapidement ce que ça donne. Donc, comme tout à l'heure, j'ai un viewport, une caméra, une lumière, du matériel. Et là, j'ai rajouté un truc qui s'appelle items 3D. Ça prend en fait une source, donc on va pouvoir faire en fait du binding avec un data template 3D. C'est tout simple en fait. On va créer un contrôle qui va être sur lequel on va pouvoir faire du binding. Donc la position ici, du matériel, une hauteur, et ça va être répété en fait par le nombre en fait de valeurs qu'il y a dans l'item source. Donc là, dans values, j'ai fait un ensemble d'objets matriciels, en gros avec les positions en x et y, en x et z pour le coup, et des valeurs en fait de matériel, et c'est tout. Donc c'est super, simple à mettre. Alors, verdict du WP, le retour. Donc il y a des assez bonnes perfs parce qu'on a utilisé du WebGL pour le coup. C'est pas aussi bon en fait que si on était en pure Edge, mais c'est déjà pas si mal. C'est très facile à intégrer parce qu'on est avec des balises XAML, on n'a même pas besoin de faire du code behind. Et bon, c'est pas natif, quoi. Mais bon, c'est la vie. Au moins, on a quelque chose en fait qui fonctionne et qui est simple à intégrer. Bon, on va conclure en fait maintenant. Donc, il vaut mieux en fait essayer d'utiliser les solutions natives de pref pour les perfs. J'entends cette phrase. Donc, en gros, en fait, si vous avez la possibilité de faire du natif, faites-le. Après, ça dépend en fait beaucoup aussi de tout ce qui est temps d'apprentissage, etc. Voilà. Donc, nous, on est nul en 3D, on l'assume, et on a aussi des clients en fait, qui aiment bien qu'on soit nul en 3D parce que sinon, on ne va pas passer notre temps à faire ça.
Donc on va essayer de trouver en fait les solutions les plus adaptées à nos problématiques. Donc le web, ça peut être quelque chose de facilement intégrable, également sur des plateformes mobiles ou voilà, du Android, ce genre de choses. Donc pour les petits devices, faites quand même attention parce que ça peut être un peu compliqué pour le GPU. Donc il faut prévoir aussi éventuellement des solutions de repli, genre en fait des images pour les produits en fait si la 3D est vraiment trop pour vous. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la 3D ou sur autre chose? Dans la démo avec les barres, Ouais. les coordonnées de base, c'est 0 et 1. C'est compliqué. Ouais. Les 0 et 1, c'est quoi? C'est pas des pixels? C'est des coordonnées en fait. Là où tu as 0,0,0, c'est les coordonnées x, y, z. Et ces coordonnées, c'est quoi l'échelle de mesure des coordonnées? Eh ben, tu vois, le 0, 0, 0, il est au centre de l'écran. Oui, mais après, 1, c'est quoi? C'est une unité, en fait, c'est selon en fait, la caméra. En fait. C'est-à-dire que si tu te recules, l'unité, en fait, c'est 1, mais ça n'aura pas la même taille. C'est relatif, en fait, à ta caméra. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, eh ben, on va fermer là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je sais pas, tu as des choses à dire, toi, peut-être, pour fermer? Non, et les enfants, ça va bien? Oui, ça va bien. Je salue. Non, merci à tous d'être venus. Voilà, je suis très content de passer vous voir et puis à l'année prochaine peut-être.